Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, celui du mois d'octobre. Et j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce que j'ai une dizaine de livres à vous présenter. Alors c'est on va dire mon deuxième update lecture pour le challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Vous allez voir, j'ai un petit peu... j'ai fait quelques entorses au challenge parce que je me suis rendu compte que finalement un challenge sur 3 mois c'était très très long. Et du coup, d'avoir une seule pile à lire pour 3 mois, c'était vachement restrictif. Et finalement, il y a plein d'autres choses qui me faisaient envie. Et donc, bah voilà. J'avais déjà pas prévu de lire tous mes livres pour ce challenge. Et puis comme je rajoute des lectures au fur et à mesure, là c'est carrément sûr, je ne lirai pas tout. Mais c'est pas très grave parce que je lis quand même et c'est quand même le but, c'est de se faire plaisir, c'est de lire. Et puis voilà, hein. C'est comme ça. Donc je vais essayer de faire un petit peu comme d'habitude, commencer par le graphique et puis terminer sur les romans. Donc pour ce mois-ci, j'ai lu deux nouveaux mangas, donc c'est une nouvelle saga que je commence, c'est L'Enfant et le Maudit de Seoul Rune, paru aux éditions Naga. Voilà, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 au cours du mois d'octobre. J'aime vraiment beaucoup ce manga. Je trouve qu'il y a un réel contraste entre les traits très sombres, très droits, très stricts de l'univers du maudit et les traits vraiment blancs, arrondis, mignons de l'enfant. Voilà. Je trouve que ces deux personnages qui sont finalement tout à fait l'opposé sont un duo très attachant, très touchant et tout mignon comme tout, et j'ai beaucoup aimé suivre une petite fille qui se prénomme Shiva, qui évolue dans un monde séparé en deux, où il y a le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur où vivent les maudits. Et en fait, cette petite fille va vivre au milieu des maudits et être protégée donc par un maudit. La difficulté, c'est qu'en fait, eh bien, ce protecteur ne peut pas la toucher parce que s'il touche cet enfant, elle va devenir maudite à son tour et lui, il veut absolument pas ça, il veut la protéger des maudits. Et donc, bah voilà, il va s'occuper d'elle, ça va être tout mignon, tout tendre et c'est un récit très beau, très poétique. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux premiers tomes de la saga de L'Enfant et le Maudit. Et si vous n'êtes toujours pas penché sur la question, je vous les recommande fortement. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était une lecture parfaite pour la saison un petit peu de l'automne et puis et bien évidemment d'Halloween, hein. Voilà, ça reste tout doux, ça reste tout mignon, mais à la fois il y a un côté sombre et j'ai vraiment apprécié. Ensuite, une autre lecture qui n'avait rien à voir avec le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai avancé dans les carnets de cerises de Joris Chamblin et d'Aurélie Néré, parus aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Je vous ai déjà parlé de cette petite cerise que j'aimais beaucoup le mois précédent. Voilà, ici on va encore la suivre dans une de ses aventures très mignonnes. Je suis quelqu'un qui est extrêmement touché par les personnages âgés dans les romans, dans les bandes dessinées. Et là encore, on va la suivre à travers une de ses enquêtes. En fait, c'est une petite fille qui rêve de devenir écrivain et pour s'exercer à ce métier, elle va choisir des personnes comme ça qu'elle croise et essayer de trouver leur secret et écrire par la même occasion leur histoire. Et là, ça va être sur une petite dame et son passé et j'ai trouvé ça très touchant, très beau, très... Enfin voilà, je m'attendais pas à être aussi touchée par une bande dessinée jeunesse. Et donc, bah voilà, si vous êtes toujours pas là encore penché sur la question des carnets de cerises, moi je vous les recommande vraiment chaudement. J'ai prêté mon premier tome à ma petite voisine qui a 12 ans et elle a adoré, donc voilà, j'attendais de vous faire la chronique de celui-ci pour lui prêter la suite. Et le troisième tome se passe en hiver, il me semble, donc ne soyez pas étonnés, vous allez le voir passer vraiment rapidement parce que
Parce que voilà, j'adore vraiment, c'est une petite pépite, c'est le chocolat chaud que vous pouvez lire entre deux épisodes de votre feuilleton de Noël préféré. Enfin voilà, vraiment allez-y foncez, c'est juste une tuerie. Je continue dans le graphique, j'ai relu la réécriture du conte d'Ondine par Benjamin Lacombe paru chez Albin Michel. C'est une tuerie cet album, autant par le format graphique, il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans ma pile à lire du Punking Autumn Challenge, mais vous avez ce genre de page, voilà, où vous avez une feuille calque, et puis quand vous tournez la feuille, vous avez l'illustration derrière, et moi je trouve ça juste magnifique. Voilà, ça donne un petit plus au dessin de Benjamin Lacombe qui très honnêtement n'avait rien besoin de plus, mais voilà, là... regardez-moi ça. Je ne sais pas trop si je dois vous résumer ce conte. Il est assez célèbre, mais on va suivre une histoire d'amour extrêmement passionnée, extrêmement forte entre Ondine qui est un être de l'eau et Hans qui est un prince humain. Et voilà, en fait, on va suivre ces deux personnages qui vont se noyer littéralement dans les tumultes de l'amour. Il me semble que c'est... Oui, c'est ça, c'est une partie du résumé qu'il y a derrière. Simplement, ce peuple de l'eau auquel Ondine appartient eh bien, est réputé pour être pas très bon envers les humains. Et donc, quand le prince va devoir choisir entre son royaume et sa dulcinée, il va choisir son royaume. Et donc il va avoir une histoire de vengeance et personne n'est jamais gagnant quand il s'agit de vengeance. Voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire et à la fois j'ai envie de vous donner envie de le découvrir. Vraiment, si vous avez l'occasion de le trouver, feuilletez-le, lisez le résumé. Vous allez voir, vous allez vous laisser emporter par la vague. Sans faire de mauvais jeu de mots. Ensuite, je vais continuer par les romans qui appartenaient à ma pile à lire du Punking Autumn Challenge. Et j'ai commencé ce mois avec la lecture de Maîtresse de tous les mots. Donc c'est, il me semble, le 4e tome de la saga Serena Valentino paru chez Hachette Heroes. Donc là, c'est l'histoire de Maléfique. Donc si je reprends tous les tomes, donc moi j'ai lu le premier, j'ai pas lu le second. Ça m'a pas dérangé dans la lecture, je dois avouer que le tome 3 qui est sur Ursula est assez spoilant du tome 2 et le tome 4 spoil encore le tome 2 et enfin voilà, si vous avez envie de vous faire toute la saga, lisez-les dans l'ordre, mais moi le fait de ne pas avoir lu le tome 2 ça n'a pas forcément dérangé ma lecture du tome 3 et du tome 4. Voilà, parce que en fait j'avais envie de lire simplement les héros qui m'intéressaient. Non pas que la bête ne m'intéresse pas, mais pour moi ce n'est pas un méchant Disney, donc voilà, je me suis pas forcément attardée dessus, et puis là maintenant il s'est trouvé qu'il était en rupture, voilà. Je savais pas que c'était une saga à la base, et du coup quand j'ai acheté le premier, je n'ai pas acheté le deuxième, et quand je me suis rendu compte que c'était une saga, j'ai acheté le 3 et le 4. Le 2 était en rupture, alors j'avais pas envie d'attendre, et puis voilà. Comme je vous dis, ça n'a pas forcément dérangé ma lecture, et puis voilà. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette lecture, bien que je l'ai moins appréciée que le premier tome qui est sur la méchante reine de Blanche-Neige et le tome 3 qui est sur celui-là. Je pense que c'est parce que Maléfique c'est peut-être une des sorcières que j'aime le moins. Bien qu'on soit d'accord, elle envoie du lourd quand même, Maléfique. J'ai beaucoup aimé la découvrir à travers le récit de Serena Valentino. J'aime beaucoup les portraits qu'elle fait des méchants. J'aime beaucoup voir... comme je vous dis, à chaque fois on se rend compte que les méchants ne naissent pas méchants, ils le deviennent par ce qu'ils ont vécu et un petit peu comment on les a traités, etc. J'aime toujours beaucoup ces histoires-là et du coup j'ai vraiment
J'ai vraiment apprécié ce roman. Ici on va suivre Maléfique qui est une fée qui a été donc abandonnée par ses parents à cause de son physique qui détonnait un petit peu avec l'univers féerique qu'on peut avoir. Elle va se faire adopter par une bonne fée qui va l'élever comme une fée, mais on va pas se le cacher, comme dans la vie actuelle, quand vous n'êtes pas conforme aux normes de la société, quand vous n'êtes pas dans le moule, et eh bien vous vous faites critiquer, vous vous faites harceler parfois, violenter, etc. etc. C'est un petit peu ce que vit Maléfique et à un moment tout va basculer. Voilà, j'ai bien aimé cette lecture et je vous recommande vraiment cette saga finalement qui est très jeunesse, mais si vous aimez les méchants, enfin si vous aimez Disney, si comme moi vous êtes une passionnée, je pense que vous allez vraiment vraiment adorer cette saga. Moi je me régale. Il me reste le tome, attendez, 5 et 6 je crois. Oui, il me reste le tome 5 et 6 à acheter et à lire. Celle qui est sur la mère, je sais plus comment elle s'appelle, c'est vous savez la méchante reine dans la méchante sorcière de Réponse, celle qui a kidnappé la belle Réponse, et un tome que j'ai très envie de lire sur du coup les trois sœurs qui ont une importance vraiment vraiment particulière dans cette saga, qui finalement est le fil rouge de cette saga de Serena Valentino. Donc voilà, je pense que je vais me pencher sur la question assez rapidement. Ensuite, j'ai lu Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, paru moi dans cette collection de chez Libretto. Je trouve qu'elles sont très très bon. Ça n'a pas la même odeur que les livres, enfin que les autres livres que j'achète. Je trouve qu'elle, je sais pas, elle a une petite odeur particulière celle-là, cette collection-là. Bref, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais à vous dire sur le livre, mais quand je l'ai lu, ça a donné un petit plus à ma lecture. Donc ça a son importance. Ici, on va suivre un avocat, dans mes souvenirs, il me semble que c'est Monsieur Utterson. Je l'ai lu il y a un petit moment. Déjà, pour tout vous dire, il aurait dû faire partie de mon update lecture du mois de septembre, mais je l'ai oublié. Donc je vais le faire là, et s'il manque quelques petites choses, eh bien vous m'excuserez. Donc aussi on va suivre un avocat, donc c'est Monsieur Utterson, qui va se retrouver avec un testament plus ou moins étrange d'un de ses amis, donc le docteur Jekyll, qui dit qu'en fait s'il lui arrive quelque chose, eh bien il lègue tout ce qu'il a à Mr. Hyde, et ça va plus ou moins étonner l'avocat, puisque eh ben, ils font partie un petit peu du même cercle, et ce Mr. Hyde, il ne le connaît absolument pas. Et il trouve que son ami, le docteur Jekyll, est devenu plus ou moins étrange depuis qu'il fréquente ce bonhomme. Et ma foi, il va un petit peu enquêter, il va fourrer son nez là où il aurait peut-être pas dû, mais les bons amis font ce genre de choses, et il va se rendre compte qu'il se passe des choses étranges autour de Dr. Jekyll, et il va recommander à son ami de prendre ses distances avec Mr. Hyde. Et au fil, de fil en aiguille, il va se rendre compte qu'en fait Mr. Hyde est un assassin. Il va être recherché par la police parce qu'il aura commis des crimes atroces et extrêmement violents. Je trouve que c'est un très très bon petit thriller, un excellent classique. Et derrière on nous dit que c'est inspiré d'un cauchemar qui a été rédigé en 3 jours par un homme malade et fiévreux. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Robert Louis Stevenson avait la tuberculose, qui était une maladie qui ne se guérissait pas à l'époque. On recommandait aux personnes atteintes d'aller trouver des climats un petit peu plus... des climats plus chauds, voilà, où ils pourraient vivre un peu mieux et un petit peu plus longtemps. Et c'est de là que l'auteur a... Enfin, c'est de ces voyages que l'auteur a tiré pas mal de ses récits. Et je trouve ça juste génial. Enfin voilà, un tout petit roman qui vraiment vaut le détour. Ensuite, ça a complètement rien à voir, mais j'ai mangé littéralement le deuxième tome de la saga de Sarah J. Maas, Un palais de colère et de brume. Donc celle-ci, moi, c'est l'édition de chez France Loisirs.
J'ai adoré, je crois que j'ai encore plus aimé ce tome 2 que le tome 1. Je vais pas vous dire pourquoi, si je vais vous dire simplement que on change de cours, on découvre un petit peu plus en profondeur le royaume des failles où vit maintenant Fer. On découvre encore un petit peu plus cette héroïne qui est très très indépendante, qui a envie de se battre, qui ne veut pas être protégée, qui ne veut pas être la petite chose d'un roi ou d'un prince, voilà, une héroïne courageuse qui veut se battre pour son peuple, qui veut se battre pour ses convictions. Et j'adore vraiment cette saga. Je peux pas trop vous en résumer parce que c'est un tome 2, mais sachez, voilà, comme je vous le dis, celui-ci a été un coup de cœur. J'avais adoré le tome 1, mais celui-ci, c'est une pépite. Vraiment, j'adore les personnages prédominants, j'adore le retournement de situation, j'aime tout, vraiment. J'ai adoré cette petite bricasse de quoi, 600, un peu plus de 600 pages que j'ai bouffé en 2 jours et demi, je crois. Je sais que pour certains ça peut paraître long quand je vous dis comme ça que je l'ai mangé, mais je suis maman, je peux pas faire que lire de mes journées, et pour moi 2 jours et demi lire ça, c'est un exploit. C'est presque, j'ai fait des nuits blanches quoi. Donc je vous les recommande vraiment chaudement. Et j'ai fait de bonnes lectures quand même ce mois-ci, hein. Je me rends compte que ouais, je suis plutôt fière de moi. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de l'épouvanteur, de la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaine. Là, c'est la malédiction de l'épouvanteur. Oui, c'est ça. Paru chez Gallimard Jeunesse. J'avais lu le tome 1 pour le mois de la fantaisie. Je vous avais dit que j'avais pas vraiment accroché. Je suis encore un peu mitigée avec ce tome 2. Je l'ai davantage apprécié que le tome 1. Je trouve que l'histoire est bien, je trouve que... Enfin voilà, j'ai bien aimé ma lecture finalement, quand j'y pense. En fait, je crois que c'est ça. Pour moi, ça aurait pu être une bonne lecture, mais je crois que j'en attendais tellement que finalement c'est bof bof. Je comprends toujours pas tout cet engouement qu'il y a pour cette saga-là. Voilà, ça reste un petit peu mystérieux pour moi, bien que c'est bien, mais je comprends pas pourquoi tout le monde met cette saga sur un piédestal. Alors il me reste le tome 3, on verra. Et peut-être qu'en fait le seul problème que j'ai avec ces livres, c'est que j'en attends trop. C'est aussi ce que je me dis avec le recul, c'est que peut-être que j'en ai entendu tellement de choses depuis tellement d'années que j'attends beaucoup trop de ma lecture et que j'arrive pas à l'apprécier finalement à sa juste valeur et à ce qu'il est. Bref, on verra bien. Je me laisse le 3e tome encore de réflexion et puis je verrai un peu. Peut-être que c'est une saga que je continuerai quand je tomberai sur des livres d'occasion, je ne sais pas. Donc ici, on va suivre Tom qui est l'apprenti de l'épouvanteur depuis environ 6 mois et qui a déjà vu pas mal de choses affreuses et très obscures dues à son travail et à la fréquentation de l'épouvanteur, qui a déjà appris pas mal de choses et qui se débrouille de mieux en mieux dans l'apprentissage de son futur travail. Et donc, ils vont être amenés pour des raisons personnelles de l'épouvanteur à aller dans une ville où vit énormément de personnes d'église. Et on va dire que c'est pas les meilleurs amis des épouvanteurs pour des raisons de croyance. Ils pensent que les épouvanteurs travaillent pour le diable et donc ils ont tendance à pas trop les apprécier. Et il y a d'ailleurs un inquisiteur très puissant qui fait brûler sur le bûcher toutes les personnes qui pensent, qui l'estiment, qui le croient, travailler pour les forces du mal, pour le diable, pour les démons, etc. Donc autant vous dire qu'il fait cramer pas mal d'innocents aussi. Mais ce bon vieux inquisiteur n'est pas le seul ennemi de l'épouvanteur, puisque dans cette ville vit un mal que l'épouvanteur n'a pas réussi à détruire il y a de nombreuses années. Pour Thomas et Monsieur Grégory, ça va un petit peu être la bataille de leur vie, puisqu'ils vont devoir combattre et détruire le fléau, ce qui va pas être une mince affaire, on doit bien l'avouer.
Voilà, sais-tu, comme je vous le dis, finalement en y réfléchissant c'est une bonne histoire, il y a une bonne intrigue, c'est plutôt pas mal sur le fond, mais je pense que vraiment j'en attends trop de cette saga et j'arrive pas à la trouver aussi waouh que tout le monde la trouve waouh. Voilà, je pense que c'est réellement le problème que j'ai avec cette saga. Ensuite, j'ai lu, et ça n'a strictement rien à voir, donc j'ai lu ce petit livre jeunesse, donc c'est Louis Braille, L'enfant de la nuit, de Margaret Davidson, illustré par André Dan, je sais plus, paru chez Les Premiers Romans. Hop, je vais vous montrer un peu les illustrations. Hop. Alors ici on va suivre un petit garçon qui va perdre la vue suite à un accident. Et à cette époque-là, lorsque vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas prétendre à aller à l'école, à travailler plus tard, à plein de choses. Et ce petit garçon va se battre littéralement pour pouvoir apprendre, pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et il va se rendre compte que ce qui leur fait le plus défaut par rapport aux enfants entre guillemets normaux, c'est la lecture. En fait, il se rend compte que avoir accès à la lecture, c'est un petit peu avoir accès au monde, c'est avoir accès aux connaissances, c'est avoir accès à beaucoup de choses, et que si les enfants aveugles pouvaient avoir accès à la lecture comme les enfants normaux, comme je vous dis, je mets des guillemets parce que la normalité est toute relative, euh, eh bien, ils pourraient avoir accès finalement au monde, à la connaissance, au travail, etc. etc. Et ça va être un petit peu le combat d'une vie de cet enfant. Et il l'a depuis très très jeune, hein, il me semble une dizaine d'années. Il cherche une méthode pour traduire les livres en... enfin, de manière à ce que les enfants aveugles puissent lire. Alors, ils avaient déjà quelques livres, mais des livres qui... En fait, les lettres étaient écrites en relief, donc c'était des livres très encombrants, c'était des livres très difficiles à faire, etc. Il lui fallait une nouvelle méthode et il s'est intéressé au codage, les codages des militaires, le codage de l'armée, pour traduire les lettres en points, et donc il a créé le braille. Une fois que l'alphabet braille sera réalisé, eh bien, il va falloir se battre de nouveau pour la faire reconnaître et pour qu'elle soit utilisée par le plus grand nombre. Et ça sera pas non plus une mince affaire parce que bah, ça dérange un petit peu qu'un enfant ait réalisé quelque chose. C'est pas, voilà, pour l'époque, un enfant doit rester à sa place d'enfant. Et là, lui, non, il s'est battu, il a réalisé quelque chose et il se bat pour que ce soit reconnu. Et ça dérange certaines personnes, voilà. Mais finalement, bah, ça va fonctionner puisque à l'heure actuelle, les personnes aveugles et malvoyantes utilisent le braille pour lire. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je vous la recommande si ça vous intéresse. Moi, c'est vrai que ça me parle puisque j'ai une grand-mère aveugle et j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes qui se battent pour vivre comme tout le monde, malgré leur handicap. Et ma dernière lecture du mois, c'est un Stephen King. Alors oui, ce n'est pas celui qui faisait partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, parce que je me suis dit que j'allais commencer par un tout petit. Donc c'est Élévation de Stephen King, paru aux éditions Le Livre de Poche. Ce n'est pas du thriller, ce n'est pas de l'angoissant, ce n'est pas de l'épouvante. Donc voilà, j'ai pas eu forcément très peur. C'est un livre très bizarre où on va suivre un homme qui va se rendre compte un jour, comme ça en se pesant, qu'il a perdu du poids, mais que dans sa glace, il a l'impression de peser toujours le même poids qu'avant. Et plus les jours vont passer, plus la balance va lui afficher des kilos en moins, mais bah, d'un point de vue physique, rien ne va se passer. S'il prend ses mensurations, c'est toujours la même chose. Et il va le trouver ça plus ou moins étrange. Et puis un jour, il va se peser avec des poids dans les poches. Et il va encore réaliser qu'il a perdu du poids. Et là, le bizarre survient,
puisque en fait il va continuer encore et encore à perdre du poids, il va faire des examens médicaux qui ne vont rien montrer, il va en parler à son ami médecin qui va rester mais sans voix, sans mots, c'est une bizarrerie de la science comme on peut dire. Sa différence va l'emmener à réfléchir un petit peu sur le comportement qu'on peut avoir dans la société et il va prendre comme exemple sa petite ville qui a tendance à exclure les personnes différentes, que ce soit différentes par leur mode de vie, par leurs croyances, par leur physique, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Et donc là, il va aider un couple de femmes à se faire accepter dans la société, dans leur ville. Et donc voilà, c'est un roman que je trouve extrêmement touchant, vraiment d'actualité. C'est pas vraiment le frisson auquel je m'attendais en lisant du Stephen King, mais j'ai quand même frissonné, j'ai trouvé la fin extrêmement belle, extrêmement touchante, triste, vraiment. Voilà, je trouve que encore à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça triste qu'il y ait autant d'homophobie encore, que les personnes soient encore tellement étroites d'esprit, qu'on puisse ruiner une réputation ou une personne grâce aux rumeurs. Ce roman est vraiment représentatif de la société actuelle où grâce aux bouches à oreille, comme je vous dis, grâce aux rumeurs, eh bien on peut faire beaucoup de mal et où on manque cruellement d'ouverture d'esprit. Donc voilà, là c'est un tout petit roman que je vous recommande, mais vraiment chaud. Voilà, c'est tout pour mes lectures du mois d'octobre. Je vous invite à me dire en barre d'infos ce que vous avez lu, si vous avez eu des coups de cœur, ça m'intéresse. Peut-être que j'irai piocher quelques idées lecture. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut